Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal. Mais qui est Pascal? Qui est Pascal? Alors, il faut savoir que Pascal, je le connais déjà en dehors de Internet, du numérique, on s'est rencontrés. Il m'a fait expérimenter ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de la médecine ayurvédique, du yoga, de la respiration, de l'acupuncture. Et j'ai trouvé intéressant de faire venir Pascal pour qu'il explique son point de vue qui est très holistique. Et nous, on aime ça à l'université, puisqu'on a une approche très holistique aussi qui peut aider beaucoup de personnes, notamment, on va le voir, les personnes un petit peu hypersensibles qui ont du mal à gérer les émotions, les blessures, etc. C'est justement un axe que va pouvoir amener la médecine ayurvédique. Et c'est ce qu'il va nous expliquer Pascal. Donc déjà, Pascal, merci d'être parmi nous. Ben, merci à toi, Siegfried, vraiment honoré d'être sur cette chaîne et que tu m'aies fait l'honneur, en tout cas, de pouvoir m'exprimer et de pouvoir un peu développer ce que je propose, ce à quoi on m'a initié. Alors, je vais faire un petit peu le feignant. Je vais dire, mais qui es-tu, Pascal? Parce que c'est vrai que je sais que tu as un parcours de vie qui est assez éclectique, un parcours un peu de haut potentiel, hein, mais qui es-tu? Que fais-tu exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, pour comprendre un tout petit peu, je suis un petit Parisien, mais de parents des Antilles et d'une branche indienne. Donc, c'est-à-dire, du côté de ma mère, on est Tamoul, donc c'est des gens du sud de l'Inde qui sont arrivés dans les Antilles françaises à la fin du 19e siècle. Comme ça, je vous mets le contexte et qui fait que j'ai reçu à la fois une culture française très parisienne, très citadine, et à la fois aussi, durant ces voyages, toute ma jeunesse en Guadeloupe, auprès d'une grand-mère indienne avec toutes sortes de traditions, mais qui avait perdu, pas, je vais pas dire l'authenticité, mais en tout cas la raison d'être. On a conservé certaines traditions sans forcément savoir ce que c'est. Mhm. Donc, j'ai grandi dans ce contexte-là. Peut-être ce qui m'a mené à être un amoureux des arts martiaux, en particulier des arts martiaux asiatiques. Et donc, j'ai grandi avec le feuilleton Kung Fu et qui a fait que j'ai aimé tout de suite à la fois les arts martiaux, mais avec le côté spirituel. Mhm. Et ça a un peu, depuis l'âge de 7 8 ans, ça a un peu guidé ma vie, que ce soit au niveau scolaire. J'ai voulu d'abord faire... euh, alors, je voulais être d'abord pilote de chasse, mais en même temps, j'ai toujours rêvé un jour partir dans le monastère de Shaolin pour parfaire une discipline martiale optimum. Voilà, je voulais devenir, comme celui que je regardais dans cette série, je voulais devenir euh, petit scarabée. Petit scarabée, Et pour ceux qui ont plus de 40 ans, petit scarabée. Pour les moins petit de 40 ans, je scarabée. ne sais pas s'ils vont comprendre. Quen Ken, petit scarabée. Et j'ai fini par atterrir à l'âge de 30 et quelques années à l'hôpital. Voilà, je voulais devenir kiné. Mhm. Et voilà que me retrouve après X années à mon compte, ayant monté un studio d'enregistrement, ayant été chauffeur de taxi, étant chauffeur de maître à mon compte. Enfin, j'ai fait monter pas mal de petites boîtes comme ça. Et me voilà fonctionnaire à l'âge d'une trentaine d'années, avec la découverte du monde hospitalier et cette expérience enrichissante qui est d'être au service des autres, désintéressé, parce qu'on ne fait pas ça pour la paye. Au début, j'avais dit que j'allais faire ça de manière allez, très temporaire, et puis finalement, je suis quand même resté 8 ans dedans. Mhm. Et me voilà maîtrisant à la fois le côté des médecines alternatives et les médecines qu'on dit allopathiques aujourd'hui. Mhm. En 2014, je décide de prendre une dispo. Donc, je suis fonctionnaire, mais je prends une dispo pour me former auprès d'un maître, cette fois-ci. Je pars aux Antilles, je commence à me parfaire. Ensuite, je reviens à Paris. Ma mère a des problèmes de santé, donc je reviens à Paris pour m'occuper d'elle. Et durant cette période, le maître que j'avais, donc c'était un maître de Varmakalai, c'est un art martial indien du sud de l'Inde. L'époque, les vieux karaté Bushido disaient c'est peut-être l'ancêtre du karaté. Voilà, c'était comme ça que c'était intitulé. En gros, c'est cet art martial qui arrive à Shaolin par le biais de Bodhidharma et qui va apprendre aux moines de Shaolin à la fois de se défendre, parce que des brigands sévissaient dans la région, mais à la fois aussi à se soigner.
Donc, je tombe sur ce maître en 2010. 2010, j'étais tombé sur lui. C'est lui aussi qui est mon formateur de yoga. Et donc, en 2016, son centre se trouve à quelques pas de chez ma mère. Ma mère est en chimiothérapie pour une leucémie, un myélome, donc quelque chose d'assez dur. Je sais que j'en ai au minimum pour 2 ans à rester là. Et lui, il me dit, bon, ben, puisque tu es là et que de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre, parce que là, j'étais aidant plus, eh ben, je te forme. Moi, je vais prendre un peu ma retraite. Et donc, voilà, si ça t'intéresse, je te forme. Et me voilà parti pour 2 ans, pratiquement, 24 sur 24. À part les moments où j'allais à l'hôpital visiter ma mère ou m'occuper de ma mère, j'étais pratiquement 24 sur 24 avec ce maître, y compris lorsqu'il est parti en Inde. Et là, il me forme à la fois à l'enseignement du yoga, il me forme euh, à la médecine ayurvédique. J'ai cette chance qu'il a une clinique ayurvédique en Inde aussi, à Pondichéry, couplée donc à son centre qui est à Paris dans le 14e. C'est un des plus vieux centres de yoga français et parisien. Donc moi, alors je ne suis pas formé par lui, même si j'ai eu le temps de me former un peu auprès de lui, mais c'est celui qui a repris le centre qui s'appelle Zakria, Maître Zakria, qui me forme à la fois en Inde, à la fois à Paris et vraiment dans le cadre, et ironie de l'histoire, dans le cadre un petit peu de ce dont je rêvais tout jeune, Shaolin, avec un maître en permanence. Je fais le ménage, je fais à manger, j'apprends à découper les plantes, j'apprends à fabriquer de l'huile, j'apprends tous les rudiments en fait qui vont me permettre d'être un praticien ayurvédique. Et me voilà aujourd'hui avec fort de cette expérience. Et je retourne travailler à l'hôpital puisque j'étais en disponibilité. Et là, je contracte une maladie en travaillant en réanimation, parce que je travaillais en réanimation. Je contracte une maladie nosocomiale, on contracte une maladie professionnelle, qui Mhm. crée 2 AVC. Donc, je perds l'usage de l'œil droit, je perds le membre supérieur gauche, le bras gauche. Et donc, je vais partir pour 7 semaines à peu près d'une sorte de chimiothérapie, vraiment, littéralement, on fait une antibiothérapie directement sur le cœur. Donc, on met un cathéter qui arrive jusqu'au cœur pour essayer de tuer cette bactérie responsable de cette maladie et couplée à du yoga. Et donc, en fait, cette expérience que j'ai eue, j'ai essayé de vous le faire rapide, mais à la fois cette expérience sur la longue durée de manière théorique, je l'ai expérimenté en espèce en 2, 3 ans sur du très concret et sur moi-même. Et Mhm. c'est pour ça qu'aujourd'hui, la méthode que je propose est une méthode justement qui marche sur ses 2 jambes, la médecine allopathique, cette chance qu'on a pour les gens encore qui habitent en France, et même je pense que quelle que soit dans l'époque où on vit, où on a quand même une médecine assez, en tout cas, percutante au niveau des outils, et cette vieille médecine qui date de 5000 ans, qui est un peu la panacée de toutes les médecines qui existent dans le monde. La différence, c'est que l'Ayurveda, il y a des écrits, c'est reconnu par l'OMS. Et donc, c'est fort de cette expérience qu'aujourd'hui, je propose que ce soit des soins, des cours de yoga pour tout le monde, donc pas réservé uniquement aux gens qui feraient uniquement du contorsionnisme ou du stretching appuyé. Voilà, c'est vraiment une méthode de soins, comme ça existe, comme ça l'est en Inde. En Inde, le sigle du ministère de la Santé, c'est Ayush. Donc, dedans, il y a Ayush, Ayurveda, Yoga, Uni, Siddha et homéopathie. Donc, c'est pour dire que dans le ministère indien, vous pouvez très bien aller chez un médecin comme nous, on pourrait aller aux urgences, être traité pendant un certain temps, et à votre sortie d'hôpital, on va dire, pendant 2 ans, vous devez faire du yoga auprès d'un praticien Mhm. ayurvédique ou un yoga thérapeute. J'ai acquis ce diplôme-là, justement, en Inde. Ici, c'est un peu plus compliqué en France parce qu'au niveau législation, c'est pas encore au point. Mais en tout cas, j'ai acquis cette compétence d'être à la fois yoga thérapeute, à la fois d'avoir cette expérience dans le milieu hospitalier, donc de savoir aussi à quel moment c'est une urgence vitale et que l'Ayurveda et le yoga peuvent avoir leurs limites, comme la naturopathie. Donc voilà, c'est grâce à ces 2 jambes sur lesquelles je marche qu'aujourd'hui j'aide des personnes, que ce soit qui ont des problèmes physiques, des problèmes psychiques, des problèmes émotionnels, de toutes sortes, à régler leurs problèmes par leurs propres outils
parce que je crois, et on me l'a appris et je le constate, que nous avons tous les outils en nous pour nous guérir, pour guérir les autres. Donc, il suffit juste de rallumer ces fonctionnalités que nous avons en nous. Voilà, c'est un peu ma mission aujourd'hui. Un parcours très éclectique. Alors certains pourraient dire, mais qu'est-ce que c'est que ce parcours éclectique? Il fait de tout, il fait n'importe quoi. Mais nous, on est habitués ici parce que les gens qui viennent chez nous, ils ont tous un parcours éclectique avec un CV très bizarre à chaque fois. Donc, ça convient tout à fait, hein. Et, Je euh, comprends. et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu as à la fois un parcours de passion, puisque tu étais passionné par ça, tu as eu un parcours théorique, puisque tu étais formé vraiment à ça, et un parcours pratique, puisque tu l'as expérimenté sur toi et ensuite sur tes élèves. Donc, c'est vraiment un parcours très complet. Est-ce que tu peux nous dire déjà, alors tu nous as parlé d'Ayurveda, tu nous as parlé de yoga, qu'est-ce que tu utilises comme approche, toi, quand quelqu'un vient te voir et qu'il a un problème? Est-ce que tu te concentres sur une méthode particulière? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Et justement, je me concentre déjà sur l'écoute. Donc, c'est en Écoute, ouais. fonction Mhm. de ce qu'on va me donner que je vais pouvoir aiguiller. Parce qu'un Mhm. peu, c'est un peu ça mon travail. Mon travail, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Mhm. Donc, mais pour trouver cette aiguille, il va falloir que j'écoute. Mhm. Et lorsque je vais écouter, et c'est là où ce dont tu parles, cette expérience, tu me dis que nous sommes dans ce petit club de personnes avec des CV complètement qui semblent chaotiques, un peu comme l'univers, et pourtant il y a quand même toujours une Mhm. logique. Mhm. Ce qui Mhm. fait que ce CV chaotique et ce parcours m'ont permis justement de m'adapter à plusieurs paradigmes. C'est-à-dire que je vais écouter de la même manière tout le monde, mais après la méthode que je vais utiliser ou la didactique que je vais utiliser va changer en fonction que ce soit un plombier, que ce soit un Mhm. ingénieur, que ce soit une coiffeuse ou une professeure d'université. Je vais changer. Mhm. J'ai des outils à ma disposition qui sont donc l'Ayurveda. Dans l'Ayurveda, le yoga est inclus. Donc, c'est pour ça que D'accord. au- on est obligé de le faire comme ça, parce que même en Inde, dans le sigle Ayush, il discerne bien ce que c'est le yoga et ce qu'est l'Ayurveda, mais en fait, le yoga est une branche de l'Ayurveda. L'Ayurveda, ça veut dire science de la vie, tout simplement. C'est, on va dire, la naturopathie de la médecine indienne. D'accord. Donc, en fonction de ça, en fonction de personne qui va venir me voir, je vais déjà l'écouter, première chose. Deuxième chose, tu as pu le voir, je vais regarder ses oreilles. Et ça, c'est une méthode que j'ai acquise grâce à le docteur Nadia Wolf, qui est une femme extraordinaire, une femme, pour le coup, HPI, mais plus, parce qu'elle a un parcours incroyable, des bancs de Saint-Pétersbourg où elle est docteur et sciences Mhm. voilà, et elle-même initiée aussi en acupuncture depuis son très jeune âge, parce que un médecin acupuncteur qui a soigné son père, et donc depuis la personne qui a sauvé son père, c'est vraiment en amour, j'allais dire tomber amoureuse, mais pas forcément, mais vraiment, s'est dit, je veux devenir comme elle. Et Ah donc, oui. elle s'est formée depuis très jeune, un peu aussi comme moi, tu vois, avec cette histoire de petit scarabée. Et en même temps, surdouée, joueuse d'échecs hors pair. Voilà. Elle a Mhm. développé l'auriculothérapie, c'est-à-dire que donc c'est l'acupuncture, mais au niveau des oreilles, avec cette différence que l'acupuncture travaille sur des méridiens, Mhm. d'accord, sur le corps. Mhm. L'auriculothérapie est basée plus sur des zones qui correspondent bien sûr quand même à des points d'acupuncture, mais des zones qui vont stimuler la zone du cerveau qui correspond au point d'acupuncture. Donc, D'accord. on agit de manière indirectement, mais en même temps, comme elle le dit, beaucoup plus directement, puisque finalement, dans le souci d'autonomie dont on parle, et c'est pour ça que j'ai aimé cette méthode, le but, c'est pas que une aide extérieure soit vraiment le sauveur ou la sauveuse, c'est qu'on va stimuler peut-être une zone endormie du cerveau qui a normalement comme fonction de gérer cette problématique. Mhm. Donc, l'auriculothérapie est intéressante parce qu'elle permet d'être partagée aussi. Tu vois, comme toi, je t'avais montré pourquoi je t'avais dit certaines choses, parce que on peut montrer à la personne.
quel est le problème, en tout Mhm. cas, quel est le problème sans qu'elle nous ait expliqué d'abord, et puis au niveau physiologique, pour assez rapidement montrer que la physiologie et la psychologie sont très, très liées. Ils Mhm. ne sont pas si dissociables. Aujourd'hui, on le sait que de plus en plus, on parle de maladies psychosomatiques, bien sûr, mais on va aller plus loin, et c'est là où arrive l'Ayurveda, pour montrer que des choses ont été formulées il y a 5000 ans, et pas qu'en Ayurveda, hein, même si on reprend des vieux termes de Hippocrate, c'est très très proche. Hein, et donc, Mhm. pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est un peu la panacée de tout ce qui se fait dans le monde. Souvent, on cherche l'exotisme, et même en France, il y a de grands guérisseurs avec qui j'ai été en contact, justement. Et donc, l'Ayurveda va permettre de te faire comprendre comment remettre toutes ces choses en connexion. Donc, l'avantage avec l'auriculothérapie, c'est que ça peut être partagé. C'est-à-dire, je peux te montrer. Ça Mhm. me permet aussi de gagner la confiance de la personne, de dire, OK, c'est pas un charlatan, puisque finalement, je ne lui ai pas encore expliqué mes soucis physiques, mais en me montrant, je lui montre, c'est-à-dire, je lui dis pas, je l'ai vu dans une boule de cristal, je lui dis, ouais, ouais. Je prends une photo de l'oreille, je lui montre. Et à partir de ce moment-là, on commence à travailler. Parce que dès que la confiance est là, Mhm. l'armure est tombée, ça facilite pour moi, par exemple, le travail ensuite, que ce soit au niveau du massage, au niveau d'une séance de yoga s'il le faut. Voilà, ça sera toujours. Pour l'instant, il est vrai que la plupart des gens qui me contactent de réputation, parce que souvent c'est quelqu'un qui leur a parlé de moi, donc souvent ils veulent le massage, Mhm. mais pas des fois aussi, ça peut être très bien la séance de yoga. Et la séance de yoga, la séance de yoga thérapie en particulier, où là je te mets carrément sur une table de massage, sauf qu'on va faire des postures de yoga sur la table de massage pour que tu puisses les reproduire à la maison. Mhm. Ouais, me rappelle Donc, très bien quand on a fait la séance ensemble, tu m'as pris en photo l'oreille, après tu m'as bien exact, montré les zones, etc., qui exactement, correspondaient justement à certains mots que j'avais, et après on a fait la séance, tu m'as fait faire des mouvements par rapport à tout ça. exactement, Ouais. exactement. C'est un peu le principe. Et donc, ensuite, où on fait un massage et où il y a un suivi au niveau nutritionnel, donc Mhm. plutôt des orientations, euh, pas de frustration. Ça, le Mhm. corps ne fonctionne pas comme ça. On va toujours dans le sens du corps, de toute façon. Pas de frustration, mais des orientations qui correspondent plus à un tempérament, qui correspondent plus à une éducation et qui correspondent aussi à l'état actuel, ponctuel. Mhm. C'est pour ça que je n'aime pas les régimes, puisque un régime est trop définitif, alors qu'il n'a pas lieu d'être, puisque suivant l'endroit où tu te trouves, suivant l'état de santé dans lequel tu te trouves, on va ajuster. Donc, c'est là-dessus qu'on va faire une prise en charge holistique qui va commencer donc par je n'aime pas ce terme-là, mais c'est comme ça qu'elle l'appelle, Nadia, c'est diagnostic auriculocausal. Donc, au diagnostic auriculocausal, on peut partager ces mots physiques et ensuite, pendant le massage, par exemple, Mhm. on va arriver assez rapidement à l'origine de ces mots physiques. Et c'est là que je vais dire aux personnes, retenez bien que je ne suis pas celui qui est en train de parler, je suis un traducteur, c'est votre corps qui est en train de parler, et moi je vais remettre du dialogue en utilisant des termes qui vont faire que ça va percuter dans votre cerveau et que tout d'un coup, la personne va dire en effet. Je vais dire par exemple, il y a des fois, au niveau, surtout quand je suis dans la zone du pied, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 8 ans Mhm. dans le milieu scolaire, par exemple. Et c'est Mhm. vrai qu'assez régulièrement, pas tout de suite, mais au cours du massage, c'est drôle d'ailleurs, souvent, au début, la personne dit non, pas du tout. En tout cas, je ne vois pas pour l'instant. Et à un moment, au milieu du massage, souvent d'ailleurs, quand on arrive au ventre, Mhm. c'est toujours, je dis souvent, mais allez, à 99,8%. Quand c'est pas à ce moment-là, c'est que c'est arrivé avant, c'est que la personne m'a tout dit tout de suite. Mais généralement, quand on arrive au niveau du massage du ventre, elle me dit, ah, c'est ça, ah oui, je me souviens de ça, ou on a déménagé, parce que souvent les gens pensent que ce sont des choses tellement je ne veux pas dire extraordinaire, mais qui dépasse l'entendement, alors que souvent, ça peut être un déménagement, ça peut être un Ouais. divorce, ça peut être, voilà, qui entraîne à ce moment-là une blessure non soignée et qui est toujours là aujourd'hui et qui aujourd'hui est un signal d'alarme pour dire il faut régler à la fois le problème de la blessure physique, mais il faut régler aussi ce problème que tu as laissé en suspens, que ton corps, par mesure de sécurité, a été planqué quelque part dans des zones et que aujourd'hui, si tu viens me voir, si tu as décidé
déjà de venir me voir parce que je ne suis pas remboursé par la sécurité sociale. Les coûts, des fois, sont quand même importants. Donc, je me dis, si une personne vient me voir, c'est qu'elle a fait une démarche et qu'elle a envie au moins de se munir de certains outils qu'elle n'avait pas utilisés jusqu'à présent. Et à partir de ce moment-là, un travail extraordinaire commence parce que souvent, j'ai vraiment des retours et touchants et réconfortants parce que ça prouve bien que le bien fondé, c'est que le corps se soigne, notre machine est extraordinaire, Mhm. nous avons à notre disposition quelque chose d'extraordinaire, nous vivons un miracle en permanence. Et lorsque les gens en reprennent conscience, eh ben, le miracle se crée autour d'eux et une autre vision apparaît. On change de vision de vie, on change de paradigme sans bouger pour, forcément même de région géographique, sans changer, sans tout changer. Il y a des choses quand même à changer, bien sûr. Mhm. Mais tout d'un coup, déjà, dès que la vision a changé, eh bien, un certain nombre de réactions en chaîne ensuite arrivent et c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille vraiment à ce que vous soyez le véritable déclencheur de votre avenir et de votre bien-être. Et pas attendre. C'est pour ça que souvent les gens me disent ah, il faudrait combien de massages. Je vais faire écoutez, si au bout du troisième, ça n'a pas fonctionné, c'est que j'ai échoué, faut que vous allez voir quelqu'un d'autre. Voilà, Ouais. donc le but n'est pas de gagner de l'argent. C'est pour ça que quand j'étais formé en Inde, par exemple, un médecin ayurvédique en Inde ne gagne pas de l'argent grâce à la médecine ayurvédique. Il est souvent, en effet, agriculteur ou propriétaire terrien, donc il vend des plantes. Voilà, il a un business plan, mais qui n'a rien à voir avec le fait de soigner les gens, puisque à une certaine époque, et que ce soit en Chine et que ce soit en Inde, un médecin ayurvédique te fournissait des plantes toute l'année. J'avais une sorte d'abonnement, d'ailleurs c'était Mhm. l'abonnement avant l'heure. J'avais une sorte d'abonnement, c'est-à-dire Le Netflix ayurvédique de l'époque. exactement, exactement. C'est-à-dire que tu donnais un petit pécule, ce que tu pouvais, hein, que ce soit de la nourriture ou autre, au médecin ayurvédique. En échange, il te fournissait des plantes. Et si tu tombais malade, à ce moment, il se déplaçait à ses frais pour Ah venir se oui. soigner. C'est pour te dire. C'est Donc, une il n'avait philosophie aucun totalement intérêt. différente de notre philosophie occidentale, c'est vrai. Exactement. Même si souvent, je le rappelle, il y a une certaine époque, on fonctionnait comme ça ici aussi. Il y a pas si longtemps que ça. Et c'est pour ça que j'aime aussi rappeler, tu vois, et c'est pour ça que c'est un peu ce qui fait ma singularité, c'est que souvent, j'aime aussi que les personnes reprennent leur tradition. Il y a beaucoup de gens en France à qui je dis, mais en France, on est un pays, par exemple, en France, on est un pays de ce qu'on appelle les rebouteux. C'est quelque chose Mhm. qui est efficient et Oui, très bah oui, hein. efficace. Et le travail que je fais est un travail de rebouteux. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est un peu ce que faisaient les rebouteux et ce que font certains rebouteux qui, comme les médecins ayurvédiques, se planquent et comme les médecins ayurvédiques ne se faisaient pas payer. Tu vois, Mhm. Mhm. qui avait un métier autre, mais on savait que quand c'était compliqué, fallait faire appel à lui. C'est surtout quand il y a eu la séparation du corps et de l'esprit dans la médecine qu'en fait, tout c'est voilà, Tu as il y a tout dit. une grosse différence voilà, Tu as qui tout s'est fait dit. à ce moment-là. Ouais. Donc, Tu as tout dit. effectivement. Donc, on voit, donc, pour résumer, une approche très holistique, on va dire, qui est personnalisée en fonction des besoins. Et en fait, tu vas chercher l'angle en fonction de on va dire, ta trousse à outils d'accompagnant de thérapeute à la problématique de la personne. Et ça, c'est ce qui est Exactement. intéressant. Hein. C'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a souvent qu'un seul outil pour faire un travail. Et on dit, bah, tiens, va voir un tel parce qu'il fait de l'EFT, va voir un tel parce qu'il... Mais on a du mal à trouver une personne qui arrive à avoir différents angles comme ça et qui arrive à trouver la clé pour ouvrir la serrure. C'est ça. Ou qui peut aiguiller Qui peut aussi, aiguiller, tu ouais. vois. Mm. Autant une personne qui me dit je souffre du mollet depuis 2 semaines, j'ai mal au mollet, et ce n'est ni physique, quoi que ce soit, je vais lui dire alors, s'il le faut, je vais t'emmener aux urgences. Mhm. Parce qu'une douleur au mollet, ça peut être aussi un début d'embolie pulmonaire. Pratiquement toutes les problèmes d'embolie viennent souvent du goulot qui est la cheville. Donc, tu vois, ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait mon avantage, c'est que je n'ai pas cette idéologie non plus, qui est un peu cette guerre qu'il y a en France, qui n'a pas lieu en Inde. En Mhm. Inde, comme je l'ai dit, la médecine allopathique et la médecine dite alternative, intégrative, fonctionnent la main dans la main. Mhm. Tandis qu'ici, il y a un peu cet affrontement.
Et des Eh deux oui, côtés, hein. malheureusement. Ouais. Il y a des deux côtés parce qu'il y a aussi des gens dans la naturopathie qui ont une défiance vis-à-vis de la médecine. Ouais, ouais. Sauf qu'en Inde, la médecine, d'ailleurs, les Indiens sont assez explicites là-dessus. Ils disent que en termes de médecine d'urgence et en termes de médecine antalgique, la médecine occidentale est hors pair. Hum, Pour hum, soulager une douleur ponctuelle, hum. pour sauver une vie là tout de suite maintenant, il n'y a pas mieux qu'une réanimation avec des personnes formées dedans. Même avec toutes les plantes que je veux et avec plein d'aiguilles, je pourrais retarder à la rigueur certaines échéances, mais tu vas rien faire du tout. Tandis qu'on a ça. Hum. Par contre, cette médecine, il ne faut pas demander à cette médecine-là de te guider sur ce que tu vas manger, de te guider sur la manière dont tu vas vivre ta vie, de te guider sur tes relations aux autres. Ça, ce Hum. n'est plus son métier. Or, Ouais. aujourd'hui, on demande à la médecine de faire ce métier. Donc, on nous a fabriqués. Vous avez le psychiatre qui vous donne les petits cachets quand vous n'allez pas bien dans la tête. Vous avez le gastro-entérologue qui s'occupe de ce qui se passe au niveau de vos intestins. Vous avez même incroyable, vous avez même le pneumologue qui s'occupe des poumons. Alors que finalement, lorsqu'on regarde, chaque organe est, allez, ou collé ou au minimum, enfin au maximum à 10 Ouais. centimètres de l'un de l'autre. Donc, compartimenter, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a compartimenté un certain nombre de choses, alors que compartimenter pour expliquer, c'est comme la connaissance. On compartimente la connaissance pour la faire comprendre. Mais compartimenter et ensuite se convaincre que la vie fonctionne comme ça, c'est là où il y a eu le problème et c'est là où nous amène aujourd'hui à ce problème qu'on le vit aujourd'hui, que moi je trouve bienfaiteur parce qu'au moins, comme pour lorsque je prends des gens en soins, au moins on va mettre le doigt sur le problème et peut-être il va enfin se régler parce qu'en effet, aujourd'hui, la médecine est complètement compartimentée, alors qu'au départ, Hippocrate, c'était pas ça du tout. Et oui, et ça amène même à des problèmes, des paradoxes du diagnostic, parce qu'on voit que certains spécialistes bah, se trouvent des problèmes de leur spécialité. Bah, comme tu disais, le pneumologue va trouver un problème au poumon, alors qu'il n'a pas tenu compte à côté d'un problème peut-être de sang de tension qu'aurait pu traiter le cardiologue en même temps, etc. Et chacun trouve, et c'est ce que je trouve même dangereux, même dans les métiers de développement personnel, les métiers de la santé psychologique, c'est que quand on devient spécialiste, il faut faire attention justement de ne pas se dire non mais le problème vient uniquement de ce que moi je peux résoudre, et de se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui rentre en jeu dans ce mécanisme? Et c'est intéressant que tu abordes ça, et c'est d'autant plus intéressant que tu le dis, et je sais que même tu le dis régulièrement quand tu fais des interventions ailleurs, que la médecine occidentale, il faut pas la mettre de côté non plus, parce qu'il y en a certains qui partent dans les alléluia en disant non, non, ça c'est le diable, il faut pas le toucher, tout ça. C'est très complémentaire, et effectivement, c'est bien d'avoir les deux, et il y a des côtés positifs, des côtés négatifs dans les deux. Ben, en fait, on ne peut pas demander à la médecine, on va dire, préventive d'être une médecine d'urgence, Mhm. et on ne peut pas demander à une médecine d'urgence d'être une médecine préventive. Mhm. Elle n'a pas le temps. Et c'est là où on se trouve aujourd'hui. L'hôpital n'a pas le temps même de t'écouter. Ah ouais. Et souvent, Et c'est ça le problème. Tandis que nous, déjà, tu vois, comme tu le dis, ça, la principale chose, déjà, c'est d'écouter, l'écoute, ouais, de ouais. prendre le temps d'écouter. Et Mhm. généralement, lorsqu'on écoute, ce qu'ont fait les psychologues et ce que font les psychiatres en permanence, c'est qu'ils reformulent ce que tu as dit et à la fin, tu trouves que mais la solution est pratiquement déjà dans la manière dont tu as construit Ouais, ta phrase. je suis entièrement d'accord. Là, c'est un peu hors sujet, c'est même ce serait même le sujet d'une autre vidéo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu cette qualité d'écoute à la fois des parents déjà, premièrement, par rapport aux enfants, à la fois du corps médical, du médecin de famille, tout ça, des enseignants, etc. Il n'y a plus cette écoute. Et aujourd'hui, enfin, tu dois le voir toi aussi, nous on le voit quand on reçoit des patients aussi, le premier besoin véritable qu'ils ont, c'est de l'écoute, en fait. C'est de pouvoir enfin être écouté par quelqu'un qui les écoute vraiment, Qui en fait. les écoute vraiment. Les écoute. C'est bien que tu précises, ouais. Qui Et les écoute aujourd'hui, vraiment. beaucoup de parents, et c'est pas pour leur jeter la pierre, mais beaucoup de parents n'écoutent pas leurs enfants. Ça, oui, ils disent oui, je t'écoute, vas-y. Mais, le corps enseignant à l'école n'écoute pas les élèves, le corps médical n'écoute plus les patients, et on retrouve des personnes qui se retrouvent en train de dire mais je suis pas pris en compte en tant qu'être humain, et on déclenche aussi des maladies. Bon bref, c'est un autre sujet, mais je suis Mais c'est entièrement intéressant d'accord parce avec que toi. justement, et le paradoxe, c'est que ils sont perdus parce qu'en plus, aujourd'hui, on est dans une pléthore d'offres, quoi. C'est-à-dire, Ah on n'a oui, jamais été aussi médicalisé. C'est-à-dire, vous êtes dans le supermarché, mais vous êtes perdu dans le supermarché. Et c'est ah ça qui ouais, est terrible. C'est ça le paradoxe, c'est que ouais, les gens sont perdus alors que
Aujourd'hui, on a tous les moyens d'aller mieux, hein. Mhm. Et pourtant, on arrive à une époque où les gens vont de plus en plus mal parce que c'est le mur. Et oui, le réel, c'est quand on se cogne. C'est pour ça Mhm. que moi, je vois quelque chose de positif dans notre époque, même si ça semble être complètement fou ce qui se passe. J'ai l'impression, j'ai cette intuition et j'ai cet espoir qu'en fait, c'est le début de la solution. C'est jamais agréable. C'est comme les massages que je procure. Souvent, je leur dis, les massages, le bien-être vient après. Ce ne sont pas des massages bien-être. Oui, oui, Voilà. oui, 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 Oui. qu'est-ce qui se passe? Ça viendra après, ça viendra après. Tu vas voir. Le massage vient après. Et c'est vrai parce que souvent, je dis c'est le lendemain ou le, je leur dis, bah, vous allez, ce soir, vous allez bien dormir. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, je leur dis, bah, ce soir, vous allez bien dormir. Ou vous allez être très, très speed, c'est-à-dire cette énergie qui vous manque en règle générale, là, vous allez voir tout parce que on aura enlevé un certain nombre de choses. Par contre, il y a un Formidable. moment où il y aura quand même cette fatigue parce que comme je te l'ai expliqué pour les tensions, que ce soit pour les tensions et même pour la psychologie, pour tout, hein, pour les mots, euh, si le corps a décidé, c'est là où il faut faire confiance au corps. Il faut faire confiance à cette machine, il faut faire confiance à l'univers. Le corps, notre garde du corps, est le garant du fonctionnement de l'univers pour votre âme. S'il a décidé d'aller planquer quelque chose au fin fond d'une fibre musculaire ou au fin fond d'un organe, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous n'étiez pas prêt pour l'instant à évacuer ce problème, cette toxine, cette problématique. J'ai souvent des personnes qui ont des traumatismes et c'est là-dessus aussi où on parlait d'écoute. Il faut savoir aussi écouter, il faut savoir avoir cette humilité de se dire peut-être que cette personne n'est pas prête Eh oui. encore à ce que je lui révèle qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Parce que si le corps a décidé que c'était pas encore l'heure, c'est pas encore là. Et c'est là-dessus aussi, il faut avoir cette écoute du corps et de lui faire confiance. C'est dans ce sens-là que je ne suis pas j'aime bien leur dire, je suis un traducteur, je ne suis pas un thérapeute. Parce que si je dis je suis thérapeute, c'est-à-dire, quand tu vas me voir, je vais te soigner. Eh oui. Tandis que moi, l'objectif, je suis plus amoureux de la mission que du poste de thérapeute. Et Ah, là, c'est t'es dans là une où version l'écoute. avancée, là, parce qu'il y a certains qui vont pas comprendre, qui vont dire pourquoi est-ce qu'il me raconte pas tout de suite le problème, pourquoi il retarde. Et c'est vrai que c'est le rôle d'un bon thérapeute accompagnant d'arriver à comprendre si c'est le bon moment, pas le bon moment, à quel moment il faut en parler, pas en parler. Et c'est vrai que ça, c'est Ben toute une oui, utilité parce aussi, qu'il faut hein. réussir. Il faut réussir. Si on le fait trop tôt et ça compromet la suite, on n'est pas dans le rôle. On n'est pas dans Oui, le vrai rôle. il peut y avoir un rejet, il peut y avoir beaucoup de choses aussi. Exactement. On s'arrête au milieu de cette interview. Bien oui, pour la rendre un petit peu plus digeste, nous avons divisé cette interview en deux parties. Et pour découvrir la seconde partie, il te suffit tout simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast, ou dans la petite vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran situé sur YouTube. Et ça te permettra de découvrir la suite de cette interview. N'oublie pas bien sûr de mettre un like, de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, et de télécharger une première formation offerte pour bien t'épanouir avec ta douance ou ta singularité. On se retrouve tout de suite maintenant dans la seconde partie de l'interview.